Monsieur le ministre, Oui, bonjour. je suis Patrice Alegbe, journaliste à APA News. Vous avez Patrice, indiqué, pardon. Patrice Alegbe, journaliste à APA News. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a des recettes de services qui seront transformées en des recettes fiscales. Qu'est-ce que le gouvernement attend par recette de services? Est-ce que vous pouvez nous définir donc les recettes de services et, et quelles sont les recettes de services qui seront donc considérées comme des recettes fiscales? Merci. Merci. La première question est aisée à répondre. Les recettes de services, ce sont des recettes que les ministères percevaient donc pour certains services qu'elles rendent. Et ces recettes ont été requalifiées de recettes fiscales parce que le gouvernement a estimé que c'était une forme de fiscalité et qu'il n'était pas question qu'elles aillent au ministère, mais plutôt directement au budget de l'État. Voilà comment je peux vous définir ce que c'est que les recettes de services et les recettes fiscales. Maintenant, pour le nombre, il y a plus d'une centaine de recettes de services qui ont été identifiées. Le décret sera publié donc au journal officiel. Vous aurez le détail donc de toutes ces recettes de services qui désormais sont considérées comme des recettes fiscales et iront donc directement dans les caisses de l'État. Bonjour, monsieur le ministre. Bon. Je suis Koné Souleymane, journaliste à Kwasi.com. Monsieur le ministre, j'ai revenu sur la question. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de recette de service? Exemple de recettes de services, vous en avez plusieurs. Hein. Vous avez par exemple au niveau de certains ministères certains agréments qui sont donnés. Si je prends par exemple au niveau du ministère de la production animale, les questions de phytosanitaires qui permettent donc de dire que tel produit est qualifié pour aller à l'exportation, il y a une taxe, on peut l'appeler ainsi, qui est perçue pour ce service qui est délivré là. Et donc, ce genre de taxes-là ne vont plus directement au ministère, elles sont considérées comme une fiscalité, donc elles vont au budget de l'État. Vous en avez plusieurs comme ça. Ici, c'est 122 recettes de services qui ont été identifiées pour être considérées, pour être requalifiées comme étant donc des recettes fiscales. Mais comme je vous l'ai indiqué dans le décret, vous aurez la liste des 122. J'ai pas le décret sur moi ici parce que bon, vous savez, les dossiers du conseil sont volumineux, donc je viens pas avec tout le dossier. Je vous en fais juste le compte rendu. Mais le décret sera publié et en toute transparence, vous aurez la liste donc des 122 recettes de services qui désormais sont considérées comme recettes fiscales. Bonjour, monsieur le ministre. André Simian, journaliste à Live TV. Dans votre intervention, vous avez parlé de la future adhésion de la Côte d'Ivoire à la Banque européenne BERD. Alors, quelles seront les retombées pour la Côte d'Ivoire en intégrant cette Banque européenne BERD? Les pays qui sont membres de cette banque peuvent bénéficier de certains financements. Donc, d'où l'intérêt pour notre pays donc à participer donc je dirais à cette banque, à rentrer donc dans cette banque-là. Et je pense que c'est un honneur qu'est fait à la Côte d'Ivoire. C'est la marque de la confiance qui est faite à la solidité de notre économie si nous sommes appelés à intégrer donc une pareille banque. Et évidemment, tous les pays qui sont membres ont des facilités en termes de financement de leurs projets de développement. Voilà l'intérêt immédiat que nous en tirons. Bien entendu, vous savez que dans une banque, les actionnaires, après, donc en cas de partage de dividendes, en bénéficient. Mais déjà, de façon directe, le simple fait de pouvoir avoir, je dirais, des faveurs en termes d'éligibilité de certains projets de développement est un gros avantage pour nous.
D'accord. Bien. Si nous n'avons plus de questions sur le Conseil, on peut passer aux éventuelles questions d'actualité. Je sais qu'il y a longtemps que nous nous sommes vus. L'actualité a été très mouvante. Je ne dis pas que je m'attends à une pléthore de questions, mais bon. Mais c'est tout comme. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Yapi Koulibaly pour le quotidien Le Jour. Monsieur le ministre, monsieur Gbagbo, bien qu'éjecté de la liste électorale, du fait de sa condamnation à 20 ans de prison, se dit candidat à la présidentielle de 2025. Son acte n'est-il pas susceptible de troubler l'ordre public? Que compte faire le gouvernement chargé de veiller au maintien de l'ordre public pour la prospérité des affaires des hommes ivoiriens et de tous ceux qui font l'amitié de vivre sur notre sol? En fait, je ne veux pas faire de politique fiction. Je ne vois pas en quoi le fait que M. Gbagbo ait dit qu'il est candidat pourrait être objet de trouble à l'ordre public. Les questions, donc, je dirais, d'éligibilité de M. Gbagbo sont des questions qui sont juridiques. C'est une décision de justice qui a été transmise à la CEI qui a fait qu'il ne peut pas être sur la liste électorale. Ça reste une question de justice. Nous sommes dans un état de droit. Je pense que M. Gbagbo est quelqu'un qui croit à l'état de droit, mais il saura respecter les décisions de justice. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Francis Kofi de Live TV. Monsieur le ministre, le samedi dernier, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, a affirmé que jusqu'à présent, son compte est gelé. Et il estime que aujourd'hui, son compte doit être dégelé comme celui du président Gbagbo et les autres. Et qu'est-ce que le gouvernement dit? Mais vous savez, une fois de plus, que les questions de gel et de dégel des comptes sont des questions de justice. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ramène au gouvernement des questions de justice. Il faut que les uns et les autres acceptent définitivement de comprendre que nous sommes dans un état de droit et que le temps où on pensait que la justice était instrumentalisée est passé. Il existe bien une justice aujourd'hui qui est indépendante. Cela est peut-être symptomatique de ce que ces personnes pensent de la gestion d'un État. Ce temps est révolu. Si M. Charles Blé Goudé veut que ces comptes soient dégelés, si tant est-il qu'ils étaient gelés, il existe des recours, il s'adresse à la justice. Bien, Yapi Koulibaly, j'ai parlé de cette idée de trouble à l'ordre public parce que quand Laurent Gbagbo et ses partisans disent Gbagbo candidat en 2025, alors qu'il est frappé d'incapacité, comme l'écrit dans le code électoral à son article 4, ça ressemble un peu à on gagne ou on gagne en 2010. On sait tous où ça nous a conduit ce slogan. Aujourd'hui, on parle de candidat en 2025. Et s'il n'est pas candidat en 2025, qu'est-ce qui va encore se passer? Or que le gouvernement a besoin de paix, de sérénité, pour que les investisseurs puissent rester aussi. Ils vont dire, ah, Gbagbo dit les candidats. Ok, s'il n'est pas candidat, il peut fuir. Que fait le gouvernement? Alors, je voudrais vous dire que ce n'est pas le gouvernement qui a besoin de paix. Ce sont les Ivoiriens qui ont besoin de paix. C'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire qui a besoin de paix. Ce sont tous les habitants de ce pays qui ont besoin de paix. Et ils nous ont démontré leur soif de paix tout récemment à l'occasion de la CAN que nous avons vécue dans une atmosphère qui était extraordinaire. Tout le monde a salué la cohésion retrouvée dans notre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Donc je n'ai aucun doute que ces Ivoiriens sauront garder à l'esprit ce besoin de paix. La paix, ce n'est pas qu'une affaire du gouvernement, donc je veux tout de suite le rectifier. Ce n'est pas le gouvernement qui a besoin de paix, c'est l'ensemble des citoyens de ce pays. Et partant de là,
je n'ai aucun doute que certains appels qui pourraient nous faire revivre certains événements que nous avons vécus resteront lettres mortes parce que notre soif de paix aujourd'hui est réelle. Bonjour, monsieur le gouvernement. Pardon, monsieur le ministre, le porte-parole du gouvernement. Je suis Benoît Elie, Fraternité Matin. Nous avons cru lire dans le Time récemment, le 15 avril précisément, que la Grande-Bretagne envisagerait de solliciter certains pays, dont la Côte d'Ivoire, pour accueillir les migrants en situation irrégulière sur son sol actuellement et qu'elle s'apprêterait à expulser. Il semble que cela s'est déjà fait par le passé avec le Rwanda. De quoi s'agit-il exactement? La Côte d'Ivoire n'est pas informée de cette intention de la Grande-Bretagne. C'est un fake news? En tout cas, nous ne sommes pas informés. La Côte d'Ivoire officielle n'est pas informée. Merci, monsieur le ministre. Personne n'est informé. J'ai vu cette information sur un site. Vous imaginez que la porte d'entrée de la Côte d'Ivoire, c'est le ministère des Affaires étrangères. Personne aux Affaires étrangères n'est au courant donc de cette information. Je ne sais pas d'où elle vient. Vous citez le Times. Bon, j'ai pas vu le Times. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire n'est pas informée de cette intention. Et j'apprécie que vous ayez mis tout cela au conditionnel. Bonjour Monsieur le Ministre, Binta Diane de RFI. Il y a quelques semaines de cela, vous avez annoncé la création d'une cellule pour rattacher au ministère, à la primature, pour assister les personnes qui devaient être délogées, entre guillemets déguerpies. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que cette cellule est active? Est-ce qu'elle a pu rencontrer les personnes qui sont concernées? Deuxième question, ça concerne l'arrestation le 27 mars dernier d'un militaire burkinabé et d'un VDP. Sont-ils toujours aux arrêts? Pour quel motif? Y a-t-il des discussions avec les autorités burkinabées? Merci beaucoup. Merci. La cellule a commencé à travailler et déjà la semaine passée, le ministère de la Cohésion sociale a contribué à la remise donc de fonds pour les personnes qui ont été déguerpies. Donc c'est dit que la cellule a commencé à fonctionner. De même, je vous avais annoncé qu'un site avait été identifié. Un militaire et un VDP ont été pris parce qu'ils sont entrés de façon illégale sur le territoire ivoirien. C'est vrai. Le contact n'est pas rompu, comme je ne cesse de le dire, avec nos frères du Burkina. Et donc, les états-majors se parlent et je pense que très bientôt, il y aura une rencontre qui va permettre de régler toutes ces questions et permettre à nos pays de retrouver donc leur fraternité d'antan. Donc, il n'y a pas de problème particulier. Les contacts ne sont pas rompus, les échanges ont lieu et il est prévu que les états-majors se parlent pour pouvoir donc régler ces petites questions de franchissement de frontières qui existent en nos deux pays. J'ai expliqué que c'est pas la première fois que ça arrive. Il est déjà arrivé qu'au niveau de la Guinée, par exemple, on ait de pareils incidents où ce sont des militaires guinéens qui franchissent la frontière de la Côte d'Ivoire ou alors des Ivoiriens qui franchissent donc la frontière de la Guinée. Nos frontières sont ce qu'elles sont et ne sont pas totalement tracées. Il existe une commission au niveau de la CEDEAO, justement, qui travaille à la délimitation des frontières. Mais en attendant, lorsque ce genre d'événement arrive, on trouve entre nous les ressources nécessaires pour pouvoir donc les régler. Et c'est ce qui va se passer avec le Burkina. Et très vite, les choses vont rentrer dans l'ordre. Bonjour.
Bonjour Monsieur le ministre, je suis Fulbert Yao de Anadolu Agence et de l'Info Express. Ma question est d'ordre sécuritaire. Le chef de l'État, lors de l'audience qu'il a accordée au ministre français, M. Séjourné, a dit qu'il y avait quelques soucis d'ordre sécuritaire au nord de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il y a certains médias qui ont parlé de l'attaque imminente de terrorisme. Est-ce que, Monsieur le ministre, à ce jour, le nord de la Côte d'Ivoire est infiltré par les groupes terroristes ou quel est le niveau sécuritaire aujourd'hui? Parce qu'il y a certains partenaires à l'étranger qui s'inquiètent déjà de la sécurité dans cette partie du pays. Merci, Monsieur le ministre. On a, je pense, une différence de compréhension du nord de la Côte d'Ivoire. Le Burkina est au nord de la Côte d'Ivoire. Le Mali est au nord de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas nier que ces deux pays ont des problèmes d'ordre sécuritaire. Je ne sais pas si nous sommes compris. On n'a pas la même compréhension du nord de la Côte d'Ivoire. Donc je comprends que vous aimez tellement le pays que dès qu'on a dit nord de la Côte d'Ivoire, vous avez vu le nord intramuraux, alors que le nord, ça peut être aussi à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et ces deux pays sont au nord de la Côte d'Ivoire. Et il est indéniable que ces deux pays ont des problèmes de sécurité. Notre nord est surveillé. Nous avons déployé des forces de l'ordre, mais nous ne sommes pas contentés que de cela. Nous avons estimé qu'il fallait lutter contre les vulnérabilités des populations pour éviter qu'elles puissent, au nom justement de cette vulnérabilité, être fragiles et répondre à quelques chants de sirènes qui pourraient arriver justement du nord de la Côte d'Ivoire. C'est en cela que des investissements ont été faits dans ces localités. Les 5 régions, notamment frontalières, le Bunkani, le Folon, le Tchologo, le Poro et la Bagoué, qui sont des régions frontalières justement avec ces pays qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, et des investissements socio-économiques de base ont été réalisés en adduction d'eau, en électricité, en route, en école. Même quand vous prenez le programme jeunesse du gouvernement, un programme spécial de lutte contre la fragilité des populations dans ces régions a été mis en œuvre de façon à permettre à ces populations d'avoir suffisamment de résilience. Tout cela combiné avec la présence des forces de l'ordre, parce que notre pays a très tôt compris que la réponse aux questions du terrorisme ne peut pas être que militaire. C'est pour cela que nous avons fait ces investissements dans ces régions-là. Donc tout cela combiné fait que il n'y a pas de risque zéro en matière de terrorisme. Des grandes puissances en sont victimes. Mais le pays s'est donné donc les moyens. Et les premiers moyens, c'est la résilience des hommes. Permettre aux hommes de sortir d'une certaine fragilité qui puisse donc les rendre vulnérables à ces appels de ces chants de sirène donc des terroristes. Tout cela combiné, on peut vous dire que pour le moment, en tout cas, le nord de la Côte d'Ivoire est tenu parce que les populations sont dans un meilleur cadre de vie, elles ont un meilleur attachement à l'État-nation. Elles ne vont donc pas répondre à ces différents appels et parce que nos forces de l'ordre sont présentes et veillent au grain. Voilà ce que je peux vous répondre. Bonjour Monsieur le ministre, Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, lors du dernier conseil, ici même, lorsque j'ai posé la question relativement au prix du cacao, faisant une étude comparée de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, vous m'avez rassuré qu'on n'avait pas le même système de vente avec le Cameroun. Contre toute attente au bonheur de nos paysans, la campagne intermédiaire du cacao 2023-2024 a été fixée à 1500 francs. Interrogés sur la question, des paysans nous ont fait entendre que le gouvernement ivoirien peut faire mieux au regard de ce qu'a expliqué le ministre en charge de l'agriculture. Est-ce que dans les jours à venir, on peut s'attendre, ou pour la prochaine campagne, à une augmentation encore à ces prix qui d'autres coopératives souhaitent passe à 2500 francs? Je note que la majorité des coopératives est satisfaite de ce prix. Et je vous ai bien expliqué que nous n'avons pas le même système de vente. Non seulement cela,
mais notre politique n'est pas la même. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao bénéficient d'intrants, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao bénéficient à chaque campagne de réaménagement des pistes cacaoyères pour faciliter la sortie des produits, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où rien que le transport devient casse-tête pour les producteurs. En Côte d'Ivoire, les zones de production du cacao bénéficient de beaucoup d'autres investissements sociaux de base, comme des écoles, comme des forages en eau, etc. Donc, tout cela est entretenu par cette économie cacaoyère qui fait que les producteurs ont moins de soucis à se faire. Vous avez les intrants qui vous sont donnés, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Vous bénéficiez de l'encadrement donc des experts, ce qui n'est pas le cas partout, mais tout cela a bien un coût. Et le gouvernement a dit, il faut que vous vous en souveniez, c'était l'engagement du chef de l'État que c'est 60% du prix CAF qui sera reversé aux producteurs. Et jusqu'à présent, cet engagement a été tenu. C'est cet engagement qui permet, lorsqu'il y a une dépression de prix, de le maintenir à un certain niveau. Il y a eu une période où si on voulait appliquer les prix du marché, on allait se retrouver entre 700 et 800, mais on a maintenu à 1000 francs. Parce que justement, il y a de la réserve. Donc c'est notre politique, une politique, je dirais, de stabilisation qui a été mise en place depuis le président Houphouët-Boigny, qui a fonctionné, qui est respecté et qui fait que les producteurs de cacao, donc dans notre pays, bénéficient de beaucoup plus d'infrastructures sociales que dans d'autres pays. Monsieur le ministre, Aristide Outré, journaliste au quotidien L'Avenir. Alors, dans le courant de la semaine passée, on a eu cette information selon laquelle M. Soro Guillaume a présenté ses excuses, a demandé pardon au président de la République et pour les torts qu'il lui a causés. Alors, est-ce que la condamnation qui planait sur lui est annulée? Si tel n'est pas le cas, alors va-t-il répondre de ses actes devant la justice à son retour? Merci beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui étaient condamnés, qui sont rentrés et puis qui ont vaqué à leur occupation jusqu'à ce que certains soient graciés. Il y en a qui ne le sont pas, mais qui continuent de vaquer à leur occupation. Ils sont libres, ils voyagent, ils sortent du pays, ils rentrent. Nous sommes engagés dans une voie, celle de la paix, de la cohésion. Et au nom de cela, le parquet qui a l'initiative de la poursuite ou de l'exécution des peines peut décider de mettre en œuvre telle ou telle décision de justice. Vous connaissez ma posture dessus. Je ne commande pas les décisions de justice. Mais je note que dans le souci de la cohésion, beaucoup de gens qui sont condamnés vaquent à leur occupation librement, se permettent même de critiquer le régime. On ne peut pas avoir plus belle manifestation de la liberté que cela. Ben, je vous remercie. Je m'attendais à beaucoup de questions d'actualité vu le temps que nous avons mis avant de nous voir et je ne me suis pas trompé. En tout cas, merci beaucoup et puis je vous souhaite un bon appétit et rendez-vous le 8 mai.